La nuit, c'est comme un loup. Ouais, je starte ça fort comme ça, cet épisode-là, avec une fois de plus une citation d'Éric Lapointe. Pas le porteur de ballon qui jouait avec M. Pringles, non. L'homme au gigantesque coffre à gants. Aujourd'hui, je renchéris un peu sur les 4 gros noms établis en vue du repêchage 2025 de la LNH, soit les Matthew Schaefer, James Higgins, Michael Misa et Porter Martone. Je reviens également sur un certain Caleb Desnoyers qui est en train de venir déranger ce tort d'établi-là. Puis je parle également de Anton Frondel qui devient vraiment polarisant en ce moment. Puis je vous fais ensuite le profil de 2 de mes coups de cœur récents pour qui je viens d'ailleurs de publier des Shift by Shift sur ma chaîne YouTube. 2 noms que vous avez peut-être entendu parler si vous suivez ça un peu, Václav Nestrasil et possiblement la grosse carte cachée de ce draft, même s'il commence à faire des vagues depuis quelques semaines, Alexander Jarowski. Puis en plus de tout ça, je réponds à quelques-unes de vos questions, dont une réponse que je vais vous donner qui va être à la fois très confuse, mais en même temps, avec un fond de vérité, je pense. On regarde tout ça ensemble. Bienvenue au podcast Briser la glace. Ouais! Alors du coup, c'est dingue! J'ai l'impression que ça fait des lunes que j'ai pas sorti d'épisode. En fait, ça en fait une petite lune. Honnêtement, j'étais pas parti sur la grande beurasse, là. C'est juste passé pas mal d'affaires dans ma vie dans les dernières semaines. Entre autres, mon chat qui est rendu Bluetooth. Il a pogné le diabète. En tout cas, mais à ma défense, ça fait peut-être une petite lune que j'ai pas sorti d'épisode audio, mais j'ai quand même, il y a 2 semaines, sorti ma vidéo top 4 sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Puis si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. J'ai mis énormément de temps de montage sur cette vidéo. Puis j'espérais honnêtement qu'elle pognait un petit peu plus de traction que ça. Ça n'a pas été le cas. Fait que si vous voulez, réécoutez-la 2-3 fois. Ça serait super cool. Puis partagez-la avec vos amis si ça vous le dit. Fait que j'ai sorti cette vidéo-là le 13 janvier dernier dans laquelle je présentais les 4 gros espoirs en vue du repêchage 2025 de la LNH. Puis j'adressais déjà d'entrée de jeu, en commentaire et non dans la vidéo en tant que telle, que certaines des informations mentionnées dans la vidéo étaient déjà plus 100% vraies. En fait, il faut savoir que j'ai commencé à écrire cet épisode-là, cette vidéo-là, puis à commencer à récolter les séquences des joueurs dès la fin novembre. J'ai enregistré le tout en décembre. J'ai débuté le montage, j'ai finalisé le montage en janvier, puis j'ai réenregistré même en janvier certaines sections. Question que le tout soit à jour côté stats et tout, sauf que la base du vidéo, elle pouvait plus changer à ce point-là, tu sais. Fait que c'est un peu des informations qui dataient, je dirais, de début décembre, tu sais. Je présentais alors la QV comme étant un monstre à 4 têtes sans consensus. Mais évidemment, depuis quelques semaines, on voit de plus en plus Matthew Schaefer, je l'ai mal dit, devenir numéro 1 unanime. Il se détache vraiment du lot. Puis de l'autre bord, il y a des joueurs qui poussent justement dans ce top 4-là, entre autres Caleb Desnoyers qui est en train de se faufiler dans les discussions. Puis je dirais même si Roger McQueen revient sous peu puis qui performe grandement, je pense que lui aussi pourrait venir mêler les cartes un petit peu. Est-ce qu'on pourrait avoir un bloc de 5 attaquants, donc McQueen, Desnoyers, Martone, Misa, Higgins, derrière Matthew Schaefer? Ça serait vraiment, vraiment intéressant. Puis personne ne s'entend justement sur lequel de ces 5 attaquants-là sortent dans quel ordre. En tout cas, puis il y aurait 4 centres sur 5 et le gros attaquant de puissance. Je pense que ça donnerait lieu à des discussions très intéressantes. Puis si c'est le cas, qu'on se retrouve avec 5 attaquants sans consensus suivant Matthew Schaefer, ça pourrait ressembler un peu à 2023, tu sais, où après Bedard, on avait les Michkov, Fantilli, Carlson, Smith, puis il y a même Benson puis Leonard là, qui venaient quand même se frôler à ce top 5-là. Donc, à suivre, mais je pense qu'on va avoir une belle fin de saison ici en vue de ce repêchage-là. Donc, dans les derniers jours, je te retourné voir 2-3 games de Martone, 2-3 games de Misub, 2-3 games de James Higgins, tout back-à-back. Une grosse journée. Chose que je fais rarement. Honnêtement, je me gâche généralement ces bons joueurs-là, le fun à regarder pour me rincer l'œil entre des visionnements plates. Mais je voulais faire l'exercice de regarder tout ça dans un gros moton afin d'essayer d'encore mieux les comparer entre eux. Puis
je pense que c'est ce que j'aurais peut-être dû faire avant de sortir ma vidéo top 4, parce qu'il y a des détails que j'ai pognés cette semaine qui m'avaient peut-être échappé lors de cette vidéo-là. Puis, ben, en fait, que quand je faisais le montage, déjà, il y a des affaires qui me titillaient un peu, parce que j'enregistre l'audio, après ça, je monte la vidéo, puis des fois, je me rends compte que ce que je dis matche pas tout à fait ce que je suis en train de montrer. Bref, je pense que j'ai peut-être surévalué le patin de James Higgins initialement, puis j'ai peut-être sous-estimé celui de Misa. Si c'était à refaire, ben, je les inverserais les deux dans mon classement de patins. Higgins demeure un magnifique patineur, peut-être même possiblement avec une meilleure technique que Misa, mais j'aime beaucoup l'output que Misa génère. Aussi, ben, Misa, il y a un dynamisme que les autres n'ont pas. Ça, j'en faisais part dans ma vidéo. Sauf que la face, c'est que je considérais peut-être pas le dynamisme vraiment dans cette catégorie-là de patins. Mais bref, ouais, Misa, je pense que je l'ai sous-évalué à ce niveau-là. Parlant de dynamisme, Higgins, ben, il m'a déçu dans les quelques matchs que j'ai vus de lui cette semaine. Assez pour que, je vous donne un scoop, qui tombe 4e présentement dans mon classement, mais c'est quelques fractions de points derrière le 3e et même le 2e là, sont à des peanuts là, de différence. Ça pourrait rechanger si je revisionne de ces joueurs-là avant mon prochain classement, parce qu'évidemment, à chaque visionnement que je cumule, ça bouge un petit peu dans mon classement là, quand c'est serré de même. Mais pour l'instant, c'est ça qui se passe. J'ai Higgins 4e. Il demeure, à mon avis, le meilleur fabricant de jeu du draft. Un joueur qui est extrêmement intelligent, créatif, agile, avec une superbe vision, une rapidité d'analyse tout simplement élite. Mais parfois, ben c'est ça. Je trouve récemment, il manque d'activation puis d'intensité un petit peu dans son jeu. Bizarrement, ce qu'on reproche également à Porter Martone. Sauf que, tu sais, il craint pas le contact pour autant. Mais c'est ça, physiquement, on le voit déjà, c'est un petit peu plus difficile contre les équipes de la NCAA. Il gagne pas tant de rondelles que ça. Il y a souvent de la misère à gagner le centre de la glace également. Mais c'est ça. C'est cette petite coche-là, je trouve, qui lui manque si on veut le comparer à Jack Hughes ou même à Logan Cooley, à mon avis. C'est un peu pour les mêmes raisons que j'étais pas fan de Will Smith en 2023. Sauf que, bon, je suis beaucoup plus fan de Higgins que Smith quand même. Là. Les OG se rappellent à quel point je n'aimais pas Will Smith. Puis je vais voir jouer Higgins en live dans les prochaines semaines. Un programme double qu'on s'en va voir à Burlington, Vermont. Puis peut-être que je vais changer d'avis par rapport à ces visionnements-là récents que j'ai eu de lui. Parce que c'est important de savoir que c'est vraiment différent quand on voit un joueur en live. Puis je pense que c'est pour ça que plusieurs partisans prêchent souvent pour leur paroisse et ont en haute estime les joueurs qui sont habitués de voir en live parce que c'est plus facile de pogner des détails en live que sur un petit écran en 720p. Par ailleurs, j'ai vu Porter Martone en live cette année, ce qui explique peut-être pourquoi j'apprécie son playmaking un petit peu plus qu'à la moyenne des ours. Justement, parlant du loup, Porter Martone, que j'ai adoré, en fait, lui, ces matchs que j'ai vus cette semaine, contrairement à James Higgins. Puis, je suis surpris de ça, parce que c'est important de mettre en contexte que Martone, il traverse présentement une période creuse. Un seul point à ses 5 derniers matchs, maintenant sous la barre des 2 points par match, alors que Michael Misa, lui, il a dépassé cette barre-là. Les gens sont encore déçus de ce qu'ils ont vu de Porter Martone au championnat junior. Puis, c'est facile de s'imaginer que cette baisse de performance-là est due à un manque d'implication de sa part. Plusieurs lui reprochaient justement qu'il avait l'air d'avoir les pieds lourds et tout ça. On s'entend, c'est pas le patineur le plus rapide, Martone, ça l'a jamais été, mais c'est un beau patineur. Puis, il est pas lent. Du moins, pas autant que le breakdown de Nevermore de Beneath the Massacre. Bon, peut-être trop niché ça. Toutefois, je pense pas que ça a été le cas dans les 2-3 matchs que j'ai vus de lui en janvier. Je trouvais pas qu'il manquait d'intensité, en fait. Martone faisait tout sur la patinoire pour Brampton. C'est lui qui transporte le disque en transition, c'est lui qui récupère des rondelles en zone offensive, qui contrôle le tempo, qui alimente ses coéquipiers également. C'est lui qui va devant le filet. Bref, il y en a beaucoup ses épaules. J'en ai déjà parlé, mais je réitère ce point-là. Puis il y en a peut-être même trop. Puis on peut pas dire que Brampton c'est la meilleure équipe non plus, tu sais. Leur défensive est atroce. Carson Rakoff, excellent joueur en WHL, mais présentement il sous-performe par rapport à la saison dernière. Puis leur joueur de centre à Martone et Rakoff, ben ces temps-ci c'est Angus McDonald, un attaquant de 5 et 10 au talent limité repêché au 6e tour par les Stars. Je réitère, 5 pieds 10 pouces.
Le gars, c'est pas un bœuf, même s'il s'appelle Angus. En tout cas, Martin crée malgré tout énormément d'occasions de marquer pour son équipe, sauf que son équipe a souvent peine à capitaliser. J'ai d'ailleurs mis les highlights d'une de ces parties-là sur mon compte X si ça vous intéresse. C'est un match que Martin n'a pas récolté de points, mais où il aurait facilement pu en avoir 2 ou 3 si ses coéquipiers l'avaient mis dedans. Est-ce que Martin c'est le joueur le plus intense à la glace? Ben, absolument pas, je m'en cache pas. Mais Martin est un bien meilleur fabricant de jeu qu'on lui donne crédit pour, puis c'est un meilleur fabricant de jeu qu'un attaquant de puissance également, je le répète. Le problème, c'est qu'il a tendance à beaucoup ralentir le jeu, ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose en soi, c'est juste qu'on a des attentes envers Martin pour qu'il soit un attaquant de puissance qui soit très nord-sud, qui rentre dans le tas. Puis là, en ce moment, il ralentit le jeu et il ralentit beaucoup trop, même, je dirais, à l'occasion. Sauf que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ralentit le jeu pour lui-même, parce que sinon, il y a peine à suivre, ou est-ce qu'au contraire, il ralentit le jeu parce que ses coéquipiers ont peine à suivre sinon? Puis, selon la réponse qu'on donne à cette question-là, ça fait quand même toute la différence à savoir est-ce que Martin, c'est un gars top 3 ou en dehors du top 5, tu sais? Parce que c'est important de remettre en contexte que Martin joue principalement avec Carson Rakoff, un joueur talentueux, mais qui n'a pas le meilleur patin puis qui aime pas nécessairement avoir la rondelle ou contrôler le jeu. Rakoff, c'est plus un joueur, je dirais, sneaky, tu sais. Est-ce que c'est une raison pour laquelle Martin, oui, tend à autant ralentir le jeu, tu sais, pour donner de l'espace et du temps, justement, à Rakoff pour se démarquer? Pour l'instant, ma théorie, c'est ça. Parce que je demeure optimiste dans le cas de Martin. Je pense que c'est un joueur intelligent. Il a le gabarit de lancer le patin, la créativité pour jouer sur une première ligne dans la LNH, à mon humble avis. Mais je peux comprendre les critiques à son égard. Mais encore là, je pense qu'on le regarde peut-être pas avec les bonnes lunettes, je crois. Puis peut-être qu'il est plus proche d'un Rantanen que d'un Matthew Tkachuk ou un Brady Tkachuk, en fait. Mais dans les deux cas, ben, c'est quand même flatteur comme comparaison. Si les Blackhawks repêchent deuxième, je pourrais les voir se laisser tenter par Porter Martin pour ajouter du poids puis de la robustesse à leur alignement, eux qui en ont grandement besoin. Puis, juste être clair, là, quand je dis que les Blackhawks doivent jouer plus robuste, je parle pas qu'ils doivent percuter des avions, là. Faut faire attention à ce qu'on dit dans un micro. Pour Michael Misa, maintenant, lui aussi, j'ai adoré les 3 matchs que j'ai vus de lui. Ben, Misa, c'est simple. À chaque fois qu'il est à la glace, il y a quelque chose qui se passe. Le nombre d'occasions de marquer qu'il crée pour lui ou pour ses coéquipiers est hallucinante. Il amène un chaos comme peu de joueurs savent le faire. Un peu à l'image de Vin Diesel, il est rapide et dangereux, tu sais. Son tir est excellent. C'est un bon passeur. Il est en constante activation. Il gagne énormément de rondelles dans les 3 zones. Il patine, il fourre son nez partout. Bref, il y a tout à aimer de Michael Misa. Sauf que je le trouve pas aussi talentueux mécaniquement que Higgins puis Martin. Je suis pas encore vendu en fait sur ses mains. Je trouve qu'il perd un peu trop la rondelle souvent à mon goût, surtout à haute vitesse ou en transition. Sans la rondelle toutefois, ou pour aller la chercher, cette rondelle-là, il fait aucun doute que Misa est largement supérieur aux 2 autres. Sauf qu'un coup, avec la rondelle sur sa palette, il est excellent, mais je pense que je préfère présentement Higgins ou Martin, du moins à l'extérieur de l'enclave, parce que dans l'enclave, Misa, il est hallucinant. Misa projette très bien au centre, puis on pourrait également le voir jouer à l'aile au besoin. Je pense qu'il peut compléter les 2 rôles à merveille. Il peut aussi bien jouer F1, F2 que F3. Il excelle partout, à mon avis. T'sais, imaginez un peu Michael Misa comme soit 2e centre, ou encore comme ailier sur le premier trio, à Chicago avec Bedard, ou encore à San Jose avec Celebrini. Peu importe dans l'ordre que vous mettez tout ça, ça serait pas plate, tu sais. Quant à Martin, ben lui, il va probablement jamais jouer au centre. Puis pour Higgins, ben, c'est pas 100% certain qu'il va demeurer au centre au prochain niveau, notamment en raison de son gabarit, qui pourrait jouer contre lui. Fait que tout ça, ça met quand même beaucoup de poids dans la balance pour Michael Misa la journée du repêchage, que je pense qu'il va sortir top 3 et peut-être même top 2, dépendamment qui repêche à cet endroit-là. Mais, vous voyez, les 3 attaquants sont excellents, mais les 3 ont des bébés points d'interrogation. T'sais, pour Higgins, évidemment, ça fait quelques années qu'on en parle, mais c'est le gabarit. Pour Porter Martin, ben là, c'est l'intensité et la constance qui sont pointées du doigt. Puis pour Michael Misa, ben, ça, c'est peut-être juste moi, là, mais moi, c'est ses mains que des fois, je suis moins sûr. Mais bon, c'est peut-être lui que j'ai le moins de doutes sur.
Phrase bizarre. Mais autant ces trois-là que Matthew Schaefer sont 4 excellents choix, tous viables. Puis après Schaefer, ben, je suis toujours pas décidé personnellement sur qui je préfère. Il y a des pour et des contre, comme que je disais, pour chacun des joueurs. C'est un choix difficile, je change d'avis à tous les jours. C'est un peu en fait comme choisir entre le Brotherhood of Steel, le Railroad, les Minutemen puis l'Institute. Le choix semble simple pour certains et intuitif, mais chaque option est intéressante au final. Puis ben, pour ma part, j'arrive jamais à me décider. T'sais. D'ailleurs, si on pousse la comparaison, ben Martone, ça serait dans ce cas-ci le Brotherhood of Steel. En partant, il joue pour les Steelheads, mais c'est le plus gros, c'est le plus fort. Puis bon, il y a des gestes parfois douteux dans son cas. Bah, c'est tout, là, j'ai pas d'autres comparaisons entre les factions de Fallout 4 et le repêchage 2025. Mais c'est ça, vous voyez l'idée. Comme je disais d'entrée de jeu dans l'épisode et dans ma vidéo top 4, depuis décembre, on commence à voir d'autres noms se joindre à la conversation. Il y a plusieurs qui aiment beaucoup Victor Eklund, d'autres qui sont en amour avec Anton Frandel, puis il y a Carter Bear aussi qui a gagné la sympathie du public, mais surtout, il y a Caleb Desnoyers qui est vraiment en train de venir brouiller les cartes, puis même si je le classe un peu plus bas que la moyenne, je crois pas qu'il va sortir plus tard que le 7e rang lors du repêchage, puis je serais vraiment pas surpris s'il sortait 3e ou 4e. En fait, il y a absolument tout à aimer de Caleb Desnoyers. Je prends quelques minutes pour vous en parler. C'est un centre 6 pieds 2, excellent dans les 3 zones. C'est un joueur qui rend les autres autour de lui meilleurs, puis qui est aussi capable de jouer avec les meilleurs. C'est un joueur avec beaucoup de talent, même si c'est pas le plus flashy. C'est un joueur qui est capable d'apporter de la robustesse, même si c'est pas un bully. Je rime, hein? Puis même si je le vois personnellement plus comme un deuxième centre de luxe, je pourrais absolument voir un contexte où Caleb Desnoyers devient un centre numéro 1 aux côtés d'un ailier élite, puis qui devienne le pilier d'une équipe, voire même le capitaine d'une équipe gagnante. Desnoyers, il a à mon avis le potentiel d'être le Jonathan Taves d'un Patrick Kane, ou le Patrice Bergeron d'un Brad Marchand, ou le Zetterberg de Datsuk, ou encore le Thatcher de Thermite, ou même le David Coulthard de Mika Hakkinen. Christian Tortora l'aurait aimé celle-là. Bref, je vois Caleb un peu comme un Ryan O'Reilly, ou peut-être même Sean Couturier, mais moins grand. Ça va être un leader, ça va être le joueur préféré de tous ses coachs. Probablement qu'il va être un premier centre, ou sinon un deuxième centre de luxe, comme que je disais, mais ça sera jamais un gars, je crois, de 100 quelques points. Maintenant, pourquoi le classe jeu généralement plus entre 9 et 13e? Premièrement, c'est qu'il y a des joueurs que j'aime beaucoup plus que la moyenne des ours. C'est les O'Brien, Spence, Lakovic et même Smith, on pourrait l'inclure là-dedans. Donc, ça vient rajouter des joueurs là, dans mon top 12. En fait, j'ai 12 joueurs que je veux classer dans mon top 10, là, fait que c'est un peu compliqué. Mais aussi, c'est que je pense qu'il y a quand même une possibilité que Caleb dépende un peu du contexte dans lequel il va atterrir pour déterminer s'il va être un centre two-way élite, justement, à la Taves, Bergeron, O'Reilly et compagnie, ou s'il va être un excellent deuxième centre sans plus. Je sais pas encore s'il y a cette habileté-là game-changing que d'autres classés dans le même range ont peut-être plus, mais son plancher il est très élevé, plus que certains. Son plafond il est élevé aussi, je pense. Mais selon où c'est qu'on place sa projection réaliste, est-ce que c'est un premier centre ou un deuxième centre, c'est là que ça détermine est-ce qu'on le classe 15e ou on le classe 3e. Donc c'est pour ça que son range, je crois, varie. C'est selon la projection réaliste qu'on fait de lui. Mais je rappelle que mon classement, c'est excessivement serré dans ce range-là et que ça varie de game en game. On parle de quelques points seulement qui font la différence entre quelques joueurs. Puis que là, c'est ça change tout le temps. La seule petite lacune qu'on pourrait lui trouver, c'est son patin qui est pas élite. Mais c'est ça. Moi, c'est quand même une catégorie qui est payante ou pénalisante dans mon fichier d'évaluation. Donc, ça explique aussi un peu pourquoi il est quelques rangs plus bas que la moyenne. Mais je réitère, mon classement, c'est pas nécessairement une liste de repêchage non plus, parce que une liste de repêchage, ça dépend aussi beaucoup de ta philosophie d'équipe, chose que j'ai pas présentement. Fait que, tu sais, mon fichier d'évaluation, il est bâti pour être
ajustable selon quels critères auxquels tu veux donner plus d'importance. En ce moment, c'est un peu un profil neutre. Mais si j'avais une philosophie de repêchage, ben c'est certain que ça viendrait teinter un petit peu plus ma liste. Puis j'ai fait de l'exercice aussi sur mon Patreon il y a quelques semaines de ça. Il n'y a pas grand-chose sur mon Patreon, mais il y a ça. Tu sais, je me suis mis dans les bobettes d'une équipe d'expansion, puis j'ai fait une liste de repêchage si je repêchais justement pour une équipe qui a aucun espoir dans sa banque. Puis ben Caleb, il est sorti 5e ou 6e dans ma liste dans ce scénario-là. Donc vous voyez, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai quelques affaires d'ailleurs de publier sur Patreon, patreon.com/briser la glace, mais comme je rappelle, je peux pas promettre du contenu additionnel, c'est juste là pour faire un don si vous le souhaitez, mais j'ai quand même glissé quelques affaires là-dedans, puis c'est ça, c'est là pour ceux ou celles qui souhaiteraient supporter le podcast financièrement, afin de m'aider à absorber les milliers de dollars que ça me coûte annuellement, ce podcast, mais également mon chat Bluetooth. Un autre joueur qui pourrait venir brouiller les cartes, en plus de Roger McQueen dont je parlais tantôt, ben c'est Anton Frondel. Personnellement, ben, je suis pas un fan de Frondel. Présentement, je vois aucune raison de le repêcher avant Caleb Desnoyers, mais Frondel est en train de prendre l'attraction dans plusieurs listes suite à un début de saison, on va se le dire, quand même assez décevant. Mais là, il reprend du poids de la bête, tu sais. Mais encore le même récemment, il y avait 1 point en 8 matchs avec du temps de jeu limité en Allsvenskan. Mais vous voyez, cette semaine, il s'est clenché un beau gros match de 4 points contre une grosse équipe en plus, je crois. Frondel, il a du talent, on le sait, ça fait longtemps qu'on en parle puis qu'il est sous le radar. Il était vu comme un talent top 5, top 6 en début de saison. Sauf que c'est ça, il a déçu en ce début de saison. Moi, personnellement, il me donne l'impression d'avoir un petit peu plafonné, puis ça me fait peur. L'affaire aussi, c'est que je sais pas c'est quoi son identité à Frondel. Je suis pas encore capable de dire qu'est-ce qu'il est exactement. Il a un bon lancer, mais je trouve qu'il s'en sert pas beaucoup. Puis je trouve son lancer inconstant. Pour moi, c'est pas un marqueur de but. C'est un bon passeur, c'est un joueur intelligent sur 200 pieds. Sauf que son patin, ses mains, son jeu de transition sont moyens quand même à mes yeux. Fait que je sais pas à quel point c'est un fabricant de jeu en ce sens-là. Je le trouve gros puis lourd le long des bandes, mais je trouve qu'il manque un peu d'intensité parfois puis qu'il gagne pas tant de rondelles que ça non plus. Fait que je sais pas comment le catégoriser. Honnêtement, je le trouve plate, ni plus ni moins. Je ne mange pas mes mots, faut que je me calme. Frondel, ben c'est ça, il est en train de devenir un des joueurs les plus polarisants cette année. Qui l'eût cru, j'avais pas ça sur ma carte de bingo. Si certains, comme bon, Elite Prospects, Daily Face-Off et moi-même, l'avons en dehors de notre top 10, il y en a d'autres comme Craig Button qui l'ont aussi haut que 2e, le comparant même à Sacha Barkov. C'est certain que si on pense que c'est le prochain Barkov, c'est normal de le mettre 2e, là, mais moi je le vois plus comme un Dalibor Dvorsky. Ben d'ailleurs, Adi Kalakesh et Sebastian High de Elite Prospects et Locked On Initial Prospects le comparaient justement cette semaine à Dalibor Dvorsky. C'est pas la première fois qu'on entend justement cette comparaison-là, mais je pense que c'est vraiment une bonne comparaison. Puis même, en fait, ils disaient c'est un Dalibor Dvorsky, mais avec un moins bon patin. Ils ont aussi dit il ressemble à un John Tavares en fin de carrière. Puis je penche de leur bord, en fait, plus que celui de Button là-dessus. Je suis d'accord avec ces comparaisons-là. Puis pour moi, c'est pas assez sexy pour valoir une sélection top 10. Mais il y a peut-être quelque chose que je manque dans le cas de Frondel, mais c'est un des joueurs que j'ai le plus visionné cette année. Puis j'ai encore peine à tomber en amour avec lui. Mais dites-moi-le, si vous l'aimez Frondel, qu'est-ce qui fait que Frondel mérite d'être un choix top 6 ou 7, comme on voit de plus en plus sur les listes? Fait que c'est ça. Puis si vous trouvez que plusieurs de mes opinions se rapprochent de ceux d'Elite Prospects, ben bon, premièrement, vous n'avez pas tort. On est en effet souvent sur la même longueur d'ongle, contrairement à la fille des records Guinness. Puis là, ben, je vous vois venir. Vous me dites que tout ça, c'est une mise en scène, c'est une manière cheap pour moi de plugger mon code promo BLG30 pour vous offrir 30% de rabais sur votre abonnement annuel à Elite Prospects Premium, abonnement qui vous offre une multitude de fonctionnalités dont je ne saurais me passer présentement. Mais non, c'est pas là que je m'en allais, vous me connaissez mal. Oui, nos listes
ont plusieurs similarités. On pense entre autres à nos opinions sur Frandel et Rapkin, qui se rapprochent quand même beaucoup entre Elite Prospects et moi. Il y a aussi des joueurs comme Lakovic, Smith, Coates et Reed qu'on a rapidement eu assez haut sur nos listes. Même Caleb Desnoyers, là, qui a peine à percer nos top 10 respectifs pour des raisons similaires. Il y a évidemment des joueurs sur lesquels on pense pas pareil, toutefois. Entre autres, Brady Martin, que Elite Prospects ont considérablement plus haut que moi, ou encore Jake O'Brien, Malcolm Spence et Luca Romano, que les autres aiment beaucoup moins que moi je les aime. Puis j'ajouterais même, là, il y a des gars là, comme Eric Nelson, Michael Eriksson, Arvid Drott, puis Eddie Genborg, qui sont personnellement dans mon top 40, mais qui sont même pas dans leur top 70. Donc oui, il y a des affaires sur lesquelles on n'est pas on pense pas pareil, sauf que je pense dans l'ensemble, on aime généralement les mêmes joueurs. Puis je pense que ça peut s'expliquer par le fait qu'on regarde puis qu'on valorise beaucoup les mêmes attributs chez un espoir. Puis je le dis souvent que les variations dans les listes dépendent beaucoup de l'importance qu'on accorde au plafond versus le plancher, puis à notre tolérance au risque, puis ça. Puis je pense en ce sens que nos critères d'évaluation entre Elite Prospects puis moi se rapprochent drôlement, ce qui fait que nos listes peuvent se ressembler un petit peu. Fait que, mais où c'est que je m'en vais être mes skis avec tout ça, tu sais? C'est qu'il y a deux de mes coups de cœur récents qui sont justement des joueurs que vous avez peut-être vus dans le plus récent Top 64 d'Elite Prospects sorti dans les dernières semaines. Deux joueurs dont on avait pourtant peu ou pas entendu parler jusqu'ici. Pour la petite histoire, j'avais écrit à Sebastian High, leur scout de la USHL et animateur de l'excellent podcast Locked On NHL Prospects, pour lui demander son avis sur Anthony Alain Samaké, un défenseur très intéressant qui évolue en USHL puis qui est classé 35e par Tony Ferrari de Hockey News. Mais c'est pas de Anthony dont je veux vous parler maintenant. Oui, moi vous en parler d'Anthony Alain Samaké, mais ça va être dans un extrait bonus sur Patreon qui va sortir dans les prochains jours. Scoop. Mais c'est ça, après avoir échangé au sujet de Anthony, Sébastien a eu la gentillesse de me dire, de me demander en fait si j'avais visionné Václav Nestrasil. Ça, c'était avant la sortie de leur liste. Nestrasil était sur ma watchlist depuis un bon bout, étant donné que c'était un attaquant format géant. Mais bon, je procrastinais ça un peu, là, vu son début de saison assez lent. Mais Sébastien m'a convaincu d'aller le voir, me disant que ça serait probablement mon style de joueur. Puis comme de fait, je suis tombé en amour avec Nestrasil. Puis les gens de Elite Prospects aussi, apparemment, parce qu'ils l'ont classé quelques jours plus tard, 32e dans leur plus récent classement. Fait que il sort d'où ce Václav Nestrasil-là de qui personne ne parlait avant la sortie de cette fameuse liste? Nestrasil, c'est un ailier droit de 6 pieds 5 pouces, 190 livres, droitier, pas late, qui a été élevé en Tchéquie, ou comme on dit au poker, qui a été Czech-raised. Il évolue pour Muskegon dans la USHL présentement. Mais Nestrasil, c'est un joueur qui a toujours été productif par tout ce qui est passé, sauf en Amérique, du moins jusqu'à récemment. L'an dernier, 0 points en 11 matchs. Puis cette saison, il y avait un début de saison quand même assez lent, on va se le dire. Sauf que depuis décembre, il est point per game, 19 points en 19 parties au moment d'enregistrer ça. C'est pas de la tarte. Son éclosion, semble entre autres dû à son utilisation qui a été augmentée. Lui qui a passé de 10-13 minutes par match en début de saison à 16 à 19 minutes par match récemment, ce qui lui a évidemment donné plus d'opportunités là, de se faire valoir offensivement. Toutefois, là, ça me fait peur. Je vois que dans les dernières games, là, il est retombé à 13-14 minutes. Là, fait que je sais pas s'il est retombé sur un troisième trio. Là. Ça va être à suivre, mais si c'est le cas, puis qu'il arrête de reproduire, ça se peut qu'il passe sous le radar. Fait que gardez ça dans votre petite poche arrière, là, Václav Nestrasil. Donc, vous comprendrez qu'un grand gaillard de 6 pieds 5 qui produit point per game dans la USHL, ça a attiré l'attention de plusieurs, tu sais. Mais est-ce qu'il est vraiment bon ou c'est juste un gros bonhomme qui se fout dans la peinture, tu sais? Et là, la magie avec Nestrasil, justement, c'est qu'il est bon. Évidemment, on va souvent le voir dans des missions défensives ou dans un rôle plus d'échec avant ou justement devant le filet sur l'avantage numérique. Il excelle là-dedans, puis sauf que c'est également un bon patineur, assez explosif même, puis il adore plaquer, tu sais. Il est très robuste en fait, mais c'est pas nécessairement une peste. Il montre un peu des signes d'agression, mais c'est pas une méga peste. Mais il semble faire mal quand il plaque. T'sais, il arrive vite, il arrive fort. Puis on l'a vu contre le programme de développement américain. Les joueurs adverses semblaient hésitants à aller chercher à la puck dans le coin quand que Nestrasil était sur la glace. T'sais. Sauf que Nestrasil, c'est plus que ça.
Il y a également eu des solides flashs de playmaking durant ce stretch de points-là. Puis c'est ça qui fait rêver. Nestrasil, il scanne bien la glace d'abord. C'est un bon distributeur en zone offensive également. Il y a quelques-unes de ses passes qu'il a faites dans l'enclave, dans mes visionnements, qui étaient tout simplement élites. Il est hargneux en échec avant, il a un bon bâton actif, puis tout ça, ça lui permet de gagner beaucoup de rondelles. Il se sert ensuite de son gabarit pour protéger la rondelle, prendre le temps de scanner la glace, puis ensuite il effectue son jeu. Il n'a pas de tendance à précipiter ses passes, puis sa vitesse d'analyse me semble quand même bonne, du moins me semble pas être un enjeu, même si c'est absolument rien d'élite, on s'entend. Il est très dangereux autour et devant le filet adverse également. Il y a plusieurs de ses points qui viennent de là. Il y a aussi un bon lancer, ce qui pourrait faire de lui une option sur le bumper également. À 6 pieds 5, c'est mal commode. C'est un bon patineur, fluide dans toutes les directions, qui garde ses pieds en mouvement, qui peut transporter la rondelle en transition. C'est une bonne option en transition. Il est très responsable défensivement également. Il joue sur le désavantage numérique. Il anticipe bien les contre-attaques adverses également en zone neutre et tout ça. Fait que réalistiquement, je pense qu'on parle d'un gars plus du type grinder ou attaquant two-way robuste de 4e trio. Sauf que les flashs de playmaking puis de goal scoring laissent croire que, contrairement à d'autres joueurs au profil plancher élevé, plafond bas, Nestrasil pourrait peut-être devenir un attaquant de puissance de milieu d'alignement, peut-être même faire sa niche dans un haut d'alignement. Est-ce qu'une projection, on parle très, très, très optimiste, à la Pavel Zacha peut-être, pourrait être une option dans le cas de Nestrasil? Il y a le gabarit, il y a le patin, il y a le jeu très robuste, il est pas mauvais du tout en transition, il y a une certaine vision, puis il y a un bon tir également, fait que peut-être qu'un jour il pourrait obtenir ce rôle. Peut-être pas en faire une carrière, mais peut-être l'espace de 1, 2 ou 3 saisons, on pourrait le voir sur un top 6 dans une équipe de la Ligue nationale. Puis ça, maudit que c'est un autre point, ça fait longtemps que je veux en parler. Je vais faire ce cours parce que je ne suis pas préparé pour ça, mais les projections d'un joueur, d'un rôle de joueur dans la LNH, c'est fluide et ça évolue de saison en saison, d'équipe en équipe. Puis, il faut toujours remettre en contexte, est-ce qu'on parle d'une projection dans une équipe de fond de classement ou une projection d'une équipe compétitive, voire même une équipe championne? Pour ma part, je compare toujours ça avec un alignement d'une équipe compétitive sans blessure, parce qu'il y a ceux aussi qui peuvent venir jouer dans un alignement. Mais il y a plein d'exemples qu'on peut sortir. Un exemple qui me vient en tête, c'est Jonathan Huberdeau, qui a longtemps été étiqueté comme étant un joueur élite. Mais depuis quelques saisons, on lui donne l'étiquette de joueur top 6 et encore. Donc, ça évolue, où Yoel Armia, qui vient dépanner sur un premier trio, ça fait pas de lui un joueur de premier trio pour autant, Puis il y a bien des défenseurs de troisième paire, d'équipes de fond de classement, qui ne joueraient pas dans la LNH qui étaient pour une bonne formation, donc, bref. J'en reparlerai de ça éventuellement. On fera un segment complet là-dessus, mais... Nestrasil, je pense, réalistiquement, gars de 4e trio. Tout ce que je veux dire, c'est que je serais pas surpris que ça soit le genre de gars qui pourrait avoir une promotion sur peut-être un middle six ou un top 6 durant quelques saisons en cours de carrière. Je pense qu'il y a les outils pour l'être, puis avec un bon développement, ça se pourrait. Parce que comprenez-moi, c'est loin d'être un espoir mûr. C'est un projet. Il y a encore des lacunes, notamment au niveau de ses mains, puis même au niveau de son patin qui peut encore être amélioré. Si tout ça vous titille, allez sur YouTube, j'ai une vidéo Shift by Shift de lui. Fait que si le nom de Václav Nestrasil vous sonnait familier, il est possible que vous ayez également entendu parler du prochain nom, que lui aussi passait sous le radar avant, Alexander Jarowski. Je pense que Grant McCagg en a parlé cette semaine. Même chose pour The Puck Bunker. Jarowski, il n'était pas du tout sur mon radar en toute transparence. Du moins pas avant la récente liste de Elite Prospects qui l'ont classé 58e. En fait, je pense que je l'avais même pas dans ma liste de 500 quelques joueurs draft eligible. Ça vous donne une idée. Leur scout attitré à la Russie, Dylan Griffin, on le salue, classe Jarowski devant Ryabkin, ni plus ni moins. Fait que tout ça a attiré mon regard. Fait que je suis allé voir jouer ce fameux Alexander Jarowski. Allez voir jouer, je suis resté en bobette chez nous, puis j'ai juste ouvert Google Chrome. J'ai vraiment pas été déçu de ce que j'ai vu. De Jarowski, je parle. En fait, dernièrement,
mon but, c'était d'augmenter le nombre de joueurs que j'ai vu jouer cette saison plutôt que de retourner voir des gars que j'avais déjà classés dans mon top 50. Question de voir s'il n'y aurait pas des petites perles cachées à gauche, à droite, mais aussi pour trouver des gars que je vais plus aimer que certains des gars que j'ai présentement classés entre 50 et 80 que j'aime pas vraiment. Il y a des gars que je veux clairer de mon top 80, autrement dit. Puis Jarowski tombait à point parce qu'il a été un des rares joueurs durant ce stretch de visionnement-là de joueurs que je n'avais pas vus encore, qui m'ont vraiment impressionné dans les dernières semaines. Parce qu'on va se le dire, j'ai vu beaucoup de joueurs qui vont même pas faire mon top 120. Là, on s'entend. Jarowski, c'est un ailier gaucher, 6 pieds 1, 163 livres, un 2007 qui évolue en MHL, qui cumule, 40 points en 37 parties, rien pour appeler sa mère, mais il est en feu depuis le mois de novembre. En fait, entre le 2 novembre et le 25 janvier inclusivement, Jarowski a amassé au moins 1 point à 20 de ses 21 derniers matchs. Fait qu'il a juste été blanchi une fois dans les 21 derniers matchs. Il a cumulé également 34 points durant ces 21 matchs-là, dont 9 matchs avec plus d'1 point. Il cumule également 15 buts à ses 14 derniers matchs. C'est un rythme de 1,62 points par match depuis novembre. Le meneur de la Ligue, pour vous donner une idée, il est à 1,38. Lui est à 1,62 dans les 21 derniers matchs. S'il avait maintenu cette moyenne-là durant toute la saison, il aurait été au 3e rang de l'histoire de la MHL pour les points par match pour un joueur draft eligible avec au moins 20 games de jouer, derrière seulement Demidov et Shafigullin, devant Kucherov et compagnie. Mais si on regarde l'ensemble de la saison, son rythme est beaucoup plus bas. Puis ça part en avantage à celui de Gourianov à son année de draft, puis même supérieur à des gars comme Buchnevich, Kovalenko et compagnie. C'est quand même pas rien. Puis s'il continue d'augmenter un petit peu sa moyenne de points par match d'ici la fin de la saison, il pourrait tomber dans le range là, des Nikita Gusev, Artemi Panarin et Kantsirov également. Fait que là, c'est bien beau vous garocher des stats, là, mais il fait quoi de bon sur la glace, Alex Jarowski, tu sais? Je rappelle, ailier, 6 pieds 1, pas très lourd, mais c'est un joueur excessivement agile. En fait, il y a possiblement des mains top 10 dans cette cuvée ou cette portée, comme j'aime bien dire. Il y a d'excellentes mains, puis il sait comment s'en servir, puis quand s'en servir pour déjouer, s'acheter du temps puis protéger la rondelle. Jarowski, c'est également un très bon passeur avec une excellente vision. Il a aussi un très bon lancer avec un bel arsenal de tirs, dont le fameux tir en toe drag. C'est également un joueur qui n'a pas peur d'aller devant le filet, ni de terminer ses mises en échec, même si c'est évidemment pas le plus robuste, puis comme je disais, 163 livres. Mais aussi, ce que j'aime beaucoup de lui, c'est qu'il n'est pas lâche puis il s'implique défensivement, ce qui n'est pas toujours le cas des espoirs russes évoluant en MHL, oui. Il y a des bonnes mains, comme je disais, mais également un bon bâton actif sans la rondelle. Il tend des pièges, puis les adversaires mordent, puis ça marche. Comme quelqu'un qui se fait passer pour Brad Pitt auprès d'une quinquagénaire seule et triste. Fait que pourquoi est-ce qu'il n'y ait pas un lock en première ronde s'il y a un gabarit acceptable, un bon lancer, c'est un bon passeur, il y a des mains magiques, puis qui s'implique défensivement, son seul hic, c'est que c'est un patineur quand même assez moyen. Il semble assez lent par moment, il est penché un peu bizarre, sauf que il y a des flashs de vitesse, puis c'est là que ça devient difficile de le projeter, parce que des fois, out of nowhere, il se met soudainement à voler sa glace, puis d'autres fois, il court après son ombre un petit peu. S'il pouvait améliorer son patin et sa constance là-dedans, il y a honnêtement tous les outils pour devenir une belle option sur un top 6. C'est une machine à highlight reels. Je vous ai d'ailleurs mis une vidéo shift by shift de lui sur ma chaîne YouTube si vous voulez le voir en action. Toutefois, mise en garde, chers auditeurs, la partie que j'ai publiée, c'était contre une équipe visiblement très faible, vous allez voir. Parce que, on parle souvent que la MHL, c'est un calibre assez faible, puis c'est vrai. Mais je pense que ce qui accentue ce phénomène-là, c'est vraiment l'écart de talent entre les équipes. T'sais. Juste à titre d'exemple, dans la conférence de l'Est, division argent, il y a l'équipe de Tolpar UFA, qui est l'équipe de Jarowski, qui a une fiche de 29 victoires et 11 défaites, ainsi que l'équipe de Ladia Togliatti, qui a une fiche de 25-15. Mais ensuite, il y a une équipe comme le AKM Novomoskovsk, j'aurais dû le pratiquer, qui a une fiche de 3 victoires, 38 défaites, une seule victoire cette saison en temps réglementaire.
Dans cette division-là, il y a juste 3 équipes sur 10 qui ont un différentiel de but positif, dont la moitié des équipes, donc 5 équipes sur 10, qui ont un différentiel de moins 50 ou pire. L'équipe que je vous disais que je ne suis pas capable de prononcer, là, ils ont 63 buts pour, puis 195 buts contre. C'est un différentiel de moins 132. Fait que oui, Jarowski, il est absurdement dominant par moment, mais il joue aussi contre des jambons, tu sais. Je vous mens pas, il y a une game que j'ai vue qui avait tellement de jambons dans l'autre équipe que Epic Mealtime était sur place, là. Ça vous donne une idée, je vous mens pas. Mais est-ce que ça veut dire que son talent sera pas transposable à la LNH? Ben, pas du tout, tu sais, il y en a eu des belles histoires à succès. C'est juste pour expliquer pourquoi la MHL est difficile à projeter puis pourquoi les gars de ce ligue-là glissent lors du repêchage. Au-delà du facteur russe, si facteur russe il y a, Jarowski, il a des mains magiques, il est créatif, il a un bon lancer, il s'implique défensivement, il a des bonnes habitudes en transition également. Il y a des choses qu'il fait qui vont marcher peu importe le calibre de jeu, tu sais. En fait, je devine que Jarowski va même au contraire devenir encore meilleur quand il va jouer avec des meilleurs joueurs. Parce que présentement, bon, on le voit comme un marqueur plus qu'un passeur parce qu'il y a presque autant de buts que de passes, tu sais. Sauf que quand tu décortiques son jeu, je pense que c'est un meilleur fabricant de jeu que marqueur, même si j'adore son tir. C'est juste que ses coéquipiers sont pas capables de compléter ses jeux bien souvent. Il fait des passes dans l'enclave, puis ses coéquipiers, ben, ils tirent dans le plastron, ou encore, il réalise des no-look pass cross-eyes, puis ses coéquipiers, ben, ils attendaient pas à la passe, puis ils la pognent pas, ou encore des tentatives de give and goes qui deviennent des give et pertes de rondelles. Jarowski, il est souvent plus efficace quand il fait tout lui-même, tu sais. C'est pas viable à long terme, évidemment, mais le jour qu'il va jouer avec des bons coéquipiers puis qu'il va avoir une chimie, je pense qu'il va être dangereux. Évidemment, c'est un cas de boom or bust, on s'entend ici. Un gars très flashy, avec un patin douteux, puis qui évolue en Russie, mais il y a, à mon humble avis, un des meilleurs plafonds offensifs passé le top 25 environ, je dirais, cette année. Un peu comme, mettons, Luca Romano ou encore un gars comme Riker Lee, que je vais vous parler éventuellement. Dans une cuvée où l'upside offensif est très limité après, bon, peut-être les 20-25 premiers joueurs, je vois pas pourquoi Jarowski mériterait pas d'être en considération entre les rangs peut-être 30 à 50, disons. Évidemment, vu sa nationalité et le fait qu'il évolue en MHL, on peut s'attendre à ce qu'il glisse un peu plus que ça. T'sais, on pourrait le voir en 3e ronde, probablement. Mais tant qu'à prendre le prochain Kyle Chipchura en début de 2e ronde, personnellement, je swingerais sur un gars comme Jarowski. T'sais. Jarowski m'a séduit vraiment rapidement. Il y a des gens comme ça. Comme parenthèse, il y a un gars que j'ai rencontré une fois dans ma vie. Il s'appelait Ryan Williams. S'il nous écoute, on le salue. Il venait des Bermudes. Il était au Québec pour apprendre le français, puis il s'est présenté comme suit. Il m'a dit « Je m'appelle Ryan et je viens dans les Bermudas ». Il y a des phrases comme ça qui nous marquent. Je vais l'aimer d'amour pour le restant de mes jours grâce à cette première impression, et c'est la même chose pour Jarowski. Avant de passer au dernier segment, qui en fait répond à quelques-unes de vos questions, vous avez vu passer là, dans les dernières semaines les équipes là, du quart de siècle, d'un peu dans toutes les ligues. La LNH, on les a vu passer puis on en a entendu parler là, énormément, mais les ligues juniors ont fait le même exercice également. Il y en a que c'est absolument ridicule. En fait, Team London, vous avez peut-être vu ça passer. Tu sais, des gars comme Tkachuk, Tavares, Marner, John Carlson, Evan Bouchard. Ou tu sais, Halifax avec Marchand, McKinnon, Ehlers. Fait que bref, il y en a une, j'ai vu ça passer tantôt. C'est épouvantable à quel point c'est bon. Parce qu'à chaque fois que tu regardes ça, il y a tout le temps des petites lacunes à gauche, à droite. Là. Mais Boston University, ça serait Brady Tkachuk, Jack Eichel, Clayton Keller, Charlie McAvoy, Lane Hudson et Jake Oettinger. Pour vrai, c'est un alignement de rêve. Robustesse, agilité, gardien élite. Que demander de plus? Donc, c'est ça. J'ai sélectionné 3 de vos questions. La première nous vient de Félix Lavallée. As-tu des infos sur Jordan Dumais? Il n'a pas joué depuis son histoire hors glace. Écoute, c'est très cocasse. En fait, j'ai répondu déjà sur Facebook à Félix, mais je vais vous en faire part si vous n'avez pas vu ça passer. En fait, ben c'est ça. Oui, bon, l'incident hors glace de Dumais, mais je pense qu'il y avait
il y avait eu une blessure avant ça. Ensuite, il y a eu l'incident. Puis je pense qu'il y aurait eu une blessure, si je ne m'abuse. Bref, depuis octobre, il était blessé puis il n'avait pas joué. Il a été réactivé dans l'alignement durant le temps des fêtes. Puis il jouait... Ben, en fait, il était prêté au club école là, des Blue Jackets pour remise en forme et tout ça durant le mois de janvier. Il s'entraînait avec l'équipe là, en janvier et tout ça parce que ça fait quand même 1 an qu'il n'avait pas joué. Puis il a fait ses débuts ce vendredi. Puis ce qui est cocasse là-dedans, c'est que le retour de Dumais a été annoncé littéralement 5 minutes avant que Félix pose sa question, lors d'un bain timé. Fait que Dumais est de retour, les amis. La prochaine question nous vient de la mère de Bartosz dans Dark qui nous demande « Il se passe quoi avec Aochi Wang depuis qu'il a joint la OHL à temps plein? » C'est pas facile pour notre chum Aochi ou Simon. On savait que l'adaptation à la OHL serait très difficile dans son cas. Lui qui arrive de la OJHL, puis qui était, il y a quelques années à peine, encore en Chine. Défenseur 6 pieds 6, qui a évidemment encore une mobilité exceptionnelle. C'est ça, il est présentement en train de se dégainer, je pense, physiquement. Je pense qu'il est parti à la bonne voie, mais défensivement, c'est très, très, très difficile. Il est souvent perdu sur la glace dans ses assignations, puis le jeu se déroule parfois trop vite pour lui également. Il y a des bons flashs, fait qu'il y a quand même des signes encourageants, mais ses relances sont souvent affreuses, souvent interceptées. Son contrôle d'écart, il est atroce au mieux. En fait, il laisse beaucoup trop d'espace, je trouve. Peut-être qu'il se fait pas confiance puis qu'il préfère jouer ça safe puis garder de l'espace parce qu'il a peur de se faire déborder. Sauf que ben souvent, vu qu'il sait pas comment se servir de son bâton, il va essayer d'aller jouer l'homme après ça, sauf que vu qu'il laisse beaucoup d'espace, ben il est facilement contrable. Fait que ça juste il est encore plus une passoire comme ça, je pense, tu sais. Fait qu'il faut qu'il apprenne à doser là, quand est-ce qu'il va chercher le plaqué, puis essayer de rétrécir un peu cet écart-là entre les joueurs en contre-attaque. Sinon, offensivement ou en transition, ben ses mains, je pense, sont un peu en dessous de la moyenne ou beaucoup en dessous de la moyenne. Ses passes, comme je disais, assez moche, mais je pense que ça va mieux récemment. Là. Il y a une partie justement là, que j'ai écouté de lui que c'était quand même très bien. Il avait juste joué 8 minutes, mais tu sais, il y avait comme 3 ou 4 plaqués. Il a réussi à décocher quand même 3 lancés vers le filet. 3 entrées de zone également, je pense, durant cette partie-là. Fait que c'est quand même encourageant, sauf qu'il y a des flashs évidemment affreux encore. C'est ça, c'est qu'il joue... Il y a des games qui jouent juste 8 ou 9 minutes. Là. Je pense qu'il joue à 7 défenseurs. En fait, son équipe, c'est lui le 7e. Fait que, tu sais, c'est difficile pour lui de se faire valoir. Il n'est pas mis dans les meilleurs scénarios non plus. Puis, tu sais, je répète, on le savait d'emblée que c'est un projet à très, 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 très long terme. On peut pas être choqué ou déçu de ces performances-là. C'était à prévoir. Parce que Wang, s'il met les pieds sur une glace de la LNH un jour, ça sera pas avant encore 5 ans minimum, tu sais. Heureusement pour lui, il devra jouer encore 1 an en OHL, avoir l'an prochain beaucoup plus de temps de glace, et ensuite il va passer dans la NCAA avec Boston University. Puis je pense qu'il va apprendre beaucoup avec Jay Pandolfo dans cette équipe-là. Fait que je demeure dans le clan des optimistes, mais c'est définitivement un espoir excessivement polarisant cette année. Il y en a qui peuvent l'avoir dans leur top 20, puis il y en a qui l'ont sur leur no draft list. C'est ça, c'est une grosse swing dans son cas. La face, c'est que ça dépend c'est quoi le plafond qu'on voit en lui. Il y en a qui se disent, ben son plafond, c'est 5-6e défenseur, fait que tant qu'à ça, je vais prendre un gars qui est déjà bon défensivement, mais qui a 0 upside offensif. Mais moi, je suis plus du genre à penser que si il se met à être capable de bouger la rondelle, avec ce patin-là, ce gabarit-là, ce lancer-là, je pense qu'il y a plus en lui qu'un simple 5-6e défenseur, sauf qu'on parle de pourcentage de réussite excessivement bas. Parce qu'il part de loin, Wang, là. Il a vraiment pas toujours l'air confortable sur la glace. En fait, il a l'air aussi confortable qu'un guitariste qui essaie de jouer assis avec une Flying V pour la première fois, là. Fait que c'est pas vargeux. La dernière question, mais non la moindre, nous vient de Maxime Hervieux qui demande « Est-ce que Ivan Ryabkin serait un bon pari pour les Canadiens si jamais il finit par monter les rangs? » Bon. Ryabkin, je veux pas re-rentrer dans les détails de qui est Ryabkin une fois de plus, parce que j'en ai quand même parlé là, de long en large dans les derniers épisodes, me semble.
Ryabkin pourrait en effet remonter dans les classements. En fait, je pense que la tendance est dans ce sens-là. Mais je serais vraiment surpris de le voir rejoindre le top 20 à nouveau dans les différents consensus. Mais pas juste à cause de ses performances, en fait. C'est que principalement, il y a d'autres joueurs autour de lui qui performent au-dessus des attentes. Puis je pense vraiment qu'il y a un top 20 qui est en train de se cimenter. Ryabkin, il a montré certaines belles choses depuis son arrivée en USHL. Il cumule entre autres 9 points en 9 matchs, dont 6 buts, ce qui détonne de son beau gros 1 but en 15 parties en MHL. Mais surtout, Ryabkin a monté son intensité d'un cran, ce qu'on lui reprochait justement en MHL. Il a distribué généreusement des coups d'épaule depuis qu'il est arrivé en USHL, parce que quand il veut, il peut tout détruire sur son passage, un peu comme Réal Bellan dans LOL qui rira le dernier saison 3. Sauf que Ryabkin, ben, il en met parfois un peu trop. Ça peut être problématique, son manque de discipline. Il a entre autres fait un croc en jambe récemment, ce qui lui a valu une expulsion et suspension en USHL. Il y a déjà quand même beaucoup de minutes de pénalité, là, vous irez voir ça, mais malgré cette récolte de points très acceptable, on peut pas dire qu'il a dominé jusqu'à présent non plus. Dans plusieurs de mes visionnements, en fait, j'ai regardé quelques games de Ryabkin, mais j'ai également écouté des games de Nestrasil dans lesquels il était souvent jumelé avec Ryabkin. Puis je peux dire que Nestrasil était plus visible que Ryabkin. Pour répondre à la première partie de la question de Maxime, est-ce que Ryabkin serait un bon pari pour les Canadiens? La réponse c'est oui, absolument. Au sens où je pense que dans un rôle de milieu d'alignement où qui n'est pas la super vedette d'une équipe, Ryabkin, c'est un beau guess à prendre pour une équipe qui a plusieurs choix en première ronde ou en début de deuxième ronde, tu sais. Mais la deuxième moitié de la question de Maxime mentionne si jamais il finit par remonter les rangs. Puis c'est là que je change mon fusil d'épaule un petit peu. Parce que si le CH repêche 2 fois dans le top 20, je peux facilement nommer 20 meilleures options que Ryabkin, même si Ryabkin devient meilleur qu'il a été tout le long de la saison. En début de deuxième ronde, peut-être, point d'interrogation, dis-je. Parce que personnellement, j'adorais Ryabkin l'an dernier. Puis son combo robustesse puis talent était vraiment attrayant pour moi. Puis c'était le choix que je voulais pour le CH si le CH repêchait entre 4 et 7, mettons, en début de saison. Ça a évidemment changé assez rapidement parce que son inconstance, son absence de game-breaking ability puis son pognage de bang occasionnel me laisse quand même un goût amer en gueule. Je vois quand même des drapeaux rouges dans le cas de Ryabkin, puis rouge assez vif, là. Genre rouge Marlboro, là, tu sais, vous voyez le genre. Puis, moi le dire, une fois pour toutes, je passerai pas par la quête chemin. Ryabkin, là, des fois, il a l'air d'un gros plein de soupe. Il y en a pas d'excuses. Contrairement à la fois où je me suis excusé au gars à côté de moi, aux urinoirs, pour avoir mangé des asperges la veille, mais je m'écarte. Là, c'est le bout qui s'en vient, qui fait plein de sens dans ma tête, mais qui en fera pas en le disant. C'est le bout confus, comme si c'était pas assez déjà confus la dernière minute. Je m'attends à classer Ryabkin autour du 30e rang lors de ma prochaine liste, mais probablement que je le repêcherai pas avant au moins la fin de la deuxième ronde ou le début de la troisième. Hein? Je m'explique. Je prends la peine d'expliquer ça parce que je me suis rendu compte la semaine dernière, que c'était un concept qui était clair dans ma tête, mais que j'avais peut-être jamais discuté ou communiqué ici. Fait que je vous en fais part. J'ai eu une super discussion il y a 2 semaines avec Julien Gamache. C'était là, Julien, je te salue. Au sujet de Andrew Crystal. Situation quasi identique. En fait, je disais que j'avais Crystal classé autour du 35e rang lors de son année de repêchage, mais que je l'aurais sans doute pas repêché avant la fin de la deuxième ronde ou début de la troisième. Pourquoi? En fait, c'est simple. Je le repêcherai pas avant ces rangs-là parce que je suivrais ma liste. Restez avec moi, ça fait du sens. Mettons que j'ai un gars classé 30e, puis que je repêche 30e. Ça veut dire que, mettons, je suis ma liste, puis que je veux repêcher ce gars-là, ça veut dire que les 29 autres joueurs qui sont sortis avant lui doivent être exactement les 29 joueurs que j'ai de classés devant lui. Faut que ça soit 29 en 29 que ça ait suivi ma liste, peu importe l'ordre, sans exception.
Les chances que ça arrive sont nulles. Il y a des bonnes chances, en fait, qu'arrivé au 30e rang, lorsque j'aurai pris la parole au 30e rang, qu'il me reste encore 4-5 joueurs sur ma liste, et non seulement mon 30e joueur. Jusque-là, ça va? Évidemment, si je possède, on parle pour parler, 8 choix de première ronde puis 12 choix en deuxième ronde, ma liste va s'épuiser assez vite, on s'entend. Puis le joueur que j'ai classé 30e risque de sortir pas mal dans ces rangs-là, tu sais. Mais c'est pas réaliste, on s'entend. Mais mettons que j'avais 3 ou 4 choix de deuxième tour. Okay? Ce qui se pourrait pour une équipe en reconstruction, même si c'est quand même beaucoup. Il est fort possible que ces choix-là soient un peu répartis en deuxième ronde, puis que j'ai pas la chance de repêcher mon joueur classé 30e avant possiblement la fin de la deuxième ronde, justement. Si j'ai juste 1 ou 2 choix de deuxième tour, ben là, c'est là qu'on se ramasse facilement en troisième ronde pour mon gars classé 30e, tu sais. Je vais y revenir, mais c'est pas vrai que les listes des équipes de la LNH se ressemblent. Puis plus que tu as de reach dans ta liste, ben plus que ce phénomène-là s'accentue, puis ce phénomène-là s'accentue exponentiellement plus qu'on avance dans le repêchage. Un gars classé 60e sur ma liste personnelle pourrait très bien être disponible encore au 100e rang, tu sais. Je donne un exemple fort simple. Les Canadiens de Montréal, en 2022, les gens ont été et sont encore outrés par le fait que le CH ait laissé passer Hudson au 26e ainsi qu'au 33e rang avant de le repêcher au 62e rang. Est-ce que ça veut dire que le CH avait Hudson 62e sur leur liste? Absolument pas. Si ça se trouve, il y avait peut-être, puis là, je rends ça très simple, il y avait peut-être Méchard 18e, Beck 19e, puis Hudson 20e sur leur liste. Parce que je réitère, je suis prêt à gager un magnifique abonnement annuel à Elite Prospects Premium avec 30% de rabais avec le code promo BLG30, que les listes officielles des équipes de la LNH diffèrent énormément des listes publiques, puis qui varient beaucoup d'une équipe à l'autre. On le sait que le CH aimait Hudson, puis il avait fort probablement dans leur top 30. Mais s'ils suivaient leur liste, puis qu'il y avait toujours ne serait-ce qu'un seul gars classé devant Hudson qui était disponible lors de leur rang de sélection, c'est normal qu'il l'ait pris plus tard. Ça ne veut pas dire que toutes les équipes avaient Hudson en dehors de leur top 60 également. Probablement qu'environ 50% des équipes avaient Hudson peut-être dans leur top 40, mais qu'il y avait au moins toujours un joueur qui aimait plus que Hudson au moment de repêcher. Aussi, c'est possible qu'il y avait une équipe qui avait Hudson 10e sur sa liste, mais qui repêchait 9e. Ou voire même qu'une équipe repêchait pas du tout dans les 2 premières rondes, tu sais. Genre les Golden Knights qui n'ont pas repêché avant le 79e rang. On le saura jamais. Peut-être qu'il aurait pris Hudson plutôt que ça, tu sais. Fait que bref, Ryabkin devrait rester d'ici la fin de l'année entre 25 et 40 dans ma liste, je crois. En fait, s'il en monte plus côté intensité et production, il devrait monter jusqu'au 25e rang, mais les gars en avant de lui, je serais surpris qu'ils redescendent. Puis si jamais il suce davantage, il va dropper de quelques rangs, sauf que je pense pas le dropper plus que 40, vu le manque de profondeur dans cette cuvée-là. Et Ryabkin, même si son intensité est inconstante, il est très, très, très talentueux malgré tout. T'sais, on se rappelle, l'an dernier, il a quand même battu des records en MHL. Là, on peut pas se fermer les yeux là-dessus. Sauf que, même si je le classe entre 25 et 40, probablement que j'aurais pas la chance de le repêcher avant la 3e ronde, considérant que j'ai beaucoup de reach également sur ma liste que je classe devant lui. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, si j'ai des Eric Nilsson et compagnie classés devant Ryabkin, il y a des bonnes chances qu'ils soient disponibles lorsque je repêcherai. Fait que bref. Fait que c'est ça. Puis si le CH a la chance de repêcher Ryabkin plus tard, donc en fin de 2e ronde ou whatever, ben peut-être qu'il va devenir le prochain Lane Hudson, justement. Il y aurait de quoi de poétique là-dedans. Parce qu'on va se le dire, on va faire mon mea culpa ici. Hudson, il est bon en batèche. En fait, j'irais même jusqu'à dire que Hudson, il est comme le préposé à la finition des crèmes brûlées. Il torche. Le talent, il a toujours été évident dans le cas de Lane Hudson. Tu sais, je le reconnaissais même lors de son année de repêchage, puis je l'ai jamais nié, tu sais. Mais je faisais partie de ceux qui avaient certaines réserves, qui craignaient que son style de jeu se transpose plus difficilement à la LNH, puis surtout que son gabarit et ses lacunes de patin deviennent un frein à son potentiel, puis qu'il ne soit qu'un spécialiste du jeu de puissance, tu sais. Je dois dire, Hudson m'impressionne beaucoup depuis le début de la saison, j'ai pas peur de le dire.
je suis content que mes craintes étaient possiblement erronées, tu sais. Ce qui fait, en ce moment, c'est du jamais vu. Il y a des très bonnes chances de remporter le trophée Calder. Souhaitons que ça dure. Mais, je demeure quand même sur mon opinion en début de saison, tu sais. J'ai hâte de le voir jouer une saison complète, premièrement. Il reste quand même une trentaine de matchs à la saison, mais aussi j'ai hâte de le voir 28 minutes par match en série contre les meilleures équipes. Parce que pour moi, il est là le gros test pour tous les joueurs, pas juste pour Hudson, tu sais. Puis c'est un test qui est pas évident à passer, test que même Quinn Hughes n'a pas su relever jusqu'à présent, tu sais. Puis comprenez bien ce que je veux dire. J'adore Hudson, c'est le joueur le plus excitant qu'on a vu depuis longtemps à Montréal. Mais il rentre pas dans le moule des joueurs qui m'excitent habituellement personnellement, puis autour desquels je reconstruirais, tu sais. Vous commencez à me connaître, là. Ramsey, gros bonhomme. Je m'excite quand j'en vois. Pas fait en bois, moi, Chris. J'aime ce que je vois de Hudson. Il dissipe pas mal tous les doutes que j'avais à son égard. Il est bien meilleur que ce qui était lors de son année de repêchage à plusieurs niveaux. Mais le hockey, d'après les fêtes, puis le hockey des séries, c'est une autre bébite complètement. Puis j'attends qu'on ait passé à travers de ça avant de m'exciter le poil des jambes puis de dire que le CH a enfin trouvé son défenseur numéro 1 élite, tu sais. Mais j'aime ce que je vois. Je ne souhaite que du succès à Lane et au CH. Mais tu sais, vous le savez, je suis de nature prudente. Je demeure prudent encore. Parce qu'on a tellement été déçus souvent. Tu sais, combien de fois avons-nous eu l'air piteux et sans défense? Un peu comme le caïd de Sainte-Foy face à Huguette de Lille qui pétait sur slip and slide, là. Je veux pas revivre ces traumatismes-là. Puis, si vous me trouvez pessimiste, là, ben, juste une chose à vous dire, là. Cash me outside, how about that? D'ailleurs, je me demande ce qu'elle devient, cette fille-là. Attends un peu. Oh. 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 Oh oui, makes sense. Fait que, ouais, on va finir l'épisode là-dessus. On finit ça sur une tune disco de Guy Lafleur, tiens. Des choses à aller faire. Puis, je sais que c'est comme un loup, mais bonne nuit, merci. Un bon lancer dépend de 4 éléments. De force d'abord, d'équilibre sur patin ensuite, puis de technique et de pratique. D'abord, tu devrais choisir un bâton dont le manche est flexible. Et quel que soit le genre de lancer que tu pratiques, le plus important, c'est de décrocher rapidement la rondelle.